Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Donc, ça t'a pris comment cette passion pour la géobiologie? Ah, alors cette passion pour la géobiologie, elle remonte à tout début 90, tout simplement parce que à cette époque-là, j'ai fait la rencontre d'une personne que j'aime beaucoup, qui est une voyante en fait, hein, qui, étant assez désespérée de voir que je n'avançais pas dans ma vie et que ma femme avait beaucoup d'ouverture, était très très sensible à tout ce qui est spiritualité énergétique. Voyant qu'effectivement je n'avançais pas, m'a dit un jour, écoute Jean-Paul, si vraiment tu bouges pas, j'aime pas trop dire ça, mais mes guides m'ont dit que dans 10 ans, tu ne serais plus là. Alors j'avoue que sur le moment, ça m'a quand même, comment dire, fait peur quelque part. Mais comme je suis quelqu'un de nature très curieuse, ma foi, je me suis intéressé à plein de choses. Et du coup, j'ai oublié un petit peu ce qu'elle m'avait dit et j'ai ouvert tout un tas de livres. Moi qui m'intéressais surtout à l'histoire de France en particulier, qui était très branché moto, qui était très branché foot et autre chose. Et bien du coup, j'ai découvert la géobiologie, j'ai découvert l'astrologie, j'ai découvert la minéralogie, j'ai découvert plein de choses de cet ordre-là, les pierres, la phytothérapie. Et puis, ben, comme beaucoup de personnes à cette époque-là, on devient boulimique, on est très boulimique, et puis on absorbe beaucoup de connaissances, on achète plein de livres. Je vous dis pas le nombre de livres que j'ai à la maison. Et du coup, un jour, je me suis dit non, c'est pas possible, Jean-Paul, il va falloir te recentrer, tu peux pas tout faire. Et donc, j'ai décidé de reporter toute mon attention sur la géobiologie, qui m'attirait déjà le plus, et dont je me suis aperçu que par la suite, euh, ça ouvrait sur plein d'autres domaines. Donc mon choix est vraiment resté sur la géobiologie et bien entendu aidé et soutenu par l'ouverture d'Evelyne qui effectivement à un certain moment m'a quand même aiguillé sur mon chemin. Alors, c'est quoi la géobiologie? Parce que moi, je sais absolument pas ce que c'est. Alors moi je l'ai défini la géobiologie d'une manière vraiment très très simple. Pour moi c'est rétablir le bien-être dans sa maison. Alors évidemment c'est pas une définition très très scientifique, mais le but c'est de rétablir le bien-être dans sa maison. Alors en fonction de tous les Avec éléments. des tableaux qu'on accroche au mur, des tapis qu'on pose par terre. Alors bon, on va en venir tout de suite au. Parce que le bien-être, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, effectivement. Ouais. Alors, c'est lié effectivement à tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans sa maison, qui sont dus à tout ce que l'on peut avoir comme nocivité dans le sous-sol en particulier. Toutes les nocivités que vous pouvez avoir au-dessus du sol qui sont du fait de l'homme, par exemple comme les pollutions électromagnétiques, et bien entendu tout ce que j'appelle moi le côté abstrait des choses, toutes les mémoires des murs, les présences et d'autres choses encore. En fait, c'est ce qui fait qu'on se sent bien dans la maison, qu'on ne s'y sent pas bien, l'atmosphère de la maison. Voilà, c'est ce qui fait qu'on se sent bien ou qu'on ne se sent pas bien, tout à fait. Et donc le but d'un géobiologue, effectivement, quelle que soit la manière qu'il utilise, la manière oui, qu'il utilise pour réharmoniser sa maison, le but, c'est effectivement, c'est de rééquilibrer une maison et de la nettoyer. S'emballer. Sans balai, sans balai. Voilà, les géobiologues. Spirituelle, de Voilà, voilà. subtile. Alors bon, effectivement, il y a plein de manières de travailler en géobiologie, bien entendu. Et moi, dans mes livres, j'ai voulu vraiment témoigner sur une manière de travailler qui est plus, qui allie plus la géobiologie et la spiritualité, c'est-à-dire travailler avec mes guides de lumière, Oui. qui, soit dit en passant, font ce que je leur demande de faire à un moment donné en tant que partenaire, c'est-à-dire que je fais mon travail de géobiologue à la base, qui est mon travail de recherche, de ressenti, de radiesthésie. Et effectivement, au lieu d'utiliser un certain nombre de moyens X ou Y utilisés par la géobiologie et que je respecte, moi j'utilise des moyens qui sont totalement différents. Je me relie à mes guides de lumière et c'est à ce moment-là que je leur demande d'intervenir pour neutraliser telle ou telle nocivité. D'accord. Donc schématiquement, au lieu de mettre par exemple un appareil qui va rééquilibrer l'énergie du sol, tu fais intervenir des forces spirituelles qui agissent à la place. Voilà, tout à fait. Je fais intervenir des forces spirituelles, on peut les appeler comme ça. C'est-à-dire que j'ai effectivement en visuel dans ma tête, hein, Oui. puisque moi je me considère pas comme voyant ou clairaudient physique. C'est-à-dire que je vois avec les yeux de l'esprit quelque part, on peut appeler ça comme ça, où j'entends dans ma tête, et je n'entends pas avec mes oreilles physiques.
je me branche, comme on dit maintenant, avec mes guides. Et c'est à ce moment-là que j'ai le visuel de mes guides dans ma tête. Et intervient entre nous comment dire, une discussion, un dialogue. Et en fonction de ce que je lui demande, effectivement, il va me montrer la réalisation de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que si je lui demande, par exemple, d'intervenir sur les problèmes du sous-sol. Oui, justement, s'il y a une faille, par exemple, faille géothermique ou quelque chose de bien matériel, comment est-ce qu'une force spirituelle peut intervenir Eh bien, c'est-à-dire que lui, il va mettre. Alors, donc, je visualise. Je lui demande d'intervenir sur une nocivité du sous-sol, par exemple. Oui. Et il va faire descendre sous la maison, un petit peu comme on déroulerait un tapis, une sorte de filtre. Moi, j'appelle ça un filtre. C'est pas une couverture qui coiffe tout, parce que le taylorisme de la terre, on en a besoin. La terre, on en a besoin pour vivre. Donc, il ne s'agit pas de s'en couper. La terre-mère est quelque chose de tellement important pour tout le monde, pour tous les peuples, qu'on ne peut pas s'en couper. Non, c'est un filtre. C'est un filtre qui va effectivement neutraliser quelque part la mauvaise influence des sources, des failles, des réseaux, et ne laisser passer finalement que la bonne énergie de la terre-mère, ce qui va permettre effectivement ce bon échange entre la bonne énergie cosmique du ciel et la bonne énergie tellurique du ciel, de la terre, pardon. D'accord, donc ça c'est quasiment constant, quoi. Ça a valeur permanente. Sa valeur permanente, tout à fait, c'est-à-dire que ça reste. Alors après, je ne peux pas vous expliquer comment ils font, je n'ai absolument pas l'explication, mais en tout cas, c'est ce qui se passe, et depuis que je le fais, ce genre de travail avec mes guides, depuis environ 27 ans, ma foi, à part des gens, des fois, qui me téléphonent en me disant, tiens, est-ce que vous pouvez jeter un œil parce que je sens qu'il y a des choses qui recommencent un petit peu, tout simplement parce que tout ce qui est fait, tout ce qui a été réglé ne bouge pas, mais on peut avoir des personnes qui vous rendent visite, qui posent leurs valises, comme on dit chez vous, qui viennent avec ils viennent, ils sont pas bien, ils repartent, ils sont en pleine forme, mais c'est vous qui récupérez, un petit peu leur mémoire négative, et puis bien entendu les entités qu'ils amènent avec eux. Donc dans ces cas-là, oui, on réintervient. D'accord. Mais est-ce que la personne elle-même qui occupe le lieu n'a pas une influence sur le lieu? Alors, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça correspond tout à fait comment dire, à l'idée que je me fais de la géobiologie telle que je la pratique. C'est-à-dire qu'on ne vient jamais habiter une maison par hasard. Et qu'effectivement, la personne a de l'influence sur sa maison, et la maison a de l'influence sur sa personne. Alors, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, effectivement, une personne qui a tendance à être effectivement assez négative aura aussi la possibilité, inconsciemment, je dirais, et moi je dis surtout ça pour les personnes que j'appelle moi un petit peu autodestructrices, des personnes qui vont être plus en osmose avec des énergies basses, donc qui seraient éventuellement capables de, comment dire, de réveiller, entre guillemets, l'énergie d'une faille, et finalement de foutre en l'air un petit peu le travail qui a été fait. Mais là, ça correspond quand même à des personnes, c'est quand même assez rare, mais il y a des personnes comme ça qui sont assez autodestructrices et qui sont capables effectivement de déstabiliser un travail qui a été fait par un géologue, même dans ce cas-là par les guides de lumière. Mais ça reste quand même quelque chose qui est quand même assez rare. Mais il est vrai que les habitants vont déposer chez eux leur propre mémoire de leur quotidien, et peut-être que de temps en temps il y aura besoin de refaire un petit nettoyage de ce qu'ils auront posé, ou peut-être un gros d'ailleurs, mais en tout cas ce qui aura été traité ne bougera pas. Ce qui aura été traité sur le sous-sol ne bougera pas, ce qui aura été traité pour les problèmes de matériaux, de pollution électromagnétique, nombre de formes, ça a été traité, donc c'est réglé. Et pour tout ce qui est de l'ordre, ce que j'appelle moi le côté abstrait des choses, si vous avez par exemple une mémoire de champ de bataille avec une mémoire de choses qui se sont passées qui étaient vraiment assez dramatiques, ça a été nettoyé par mes guides, donc forcément ça ne peut pas revenir. Ça ne peut pas revenir. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et quelqu'un qui reste accroché à sa maison et qui ne veut pas la quitter une fois décidé, alors, ça se passe comment là, ça amène toujours un débat toujours intéressant. C'est que quand on a ce genre de discussion avec des personnes dans une soirée, un jour, on aborde ce sujet-là, et vous avez les gens qui vous disent une entité est là, on doit absolument la laisser. Enfin, une entité, précisons une entité humaine, c'est-à-dire une âme en peine, une personne décédée, donc qui n'est pas partie, puisque le mot entité peut regrouper différentes choses. Eh bien, vous avez des personnes qui vous disent effectivement, nous n'avons pas le droit de les faire partir, c'est à eux de décider. Moi, ce que je fais, c'est que je me branche effectivement avec mes guides, et ces guides, mes guides de lumière, c'est eux qui vont décider ce qu'ils ont à faire.
C'est-à-dire que moi, ce n'est pas moi qui vais orienter leur choix. Je vais expliquer aux personnes que je suis en train d'aider à faire partir dans la pyramide de lumière que mes guides ont fait venir. Je leur explique, voilà, votre place n'est plus ici, vous allez devoir monter dans la lumière, continuer votre chemin, continuer votre route. Effectivement, quand il y a des personnes qui sont un petit peu réticentes, eh bien, on sent que les guides mettent plus de puissance, et je leur explique en même temps, donc ils s'en vont. Alors cette pyramide de lumière, ça se passe comment? Elle est mentale, elle est virtuelle, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas visible, elle n'est pas... Oui, on peut dire qu'elle est virtuelle, c'est quelque chose que je vois, pour moi c'est une réalité. Oui. C'est une réalité, je la visualise, c'est une réalité. C'est un rayon de lumière qui descend et qui arrive sur la maison, qui arrive sur un lieu, qui arrive sur des personnes. Et c'est la même chose, par exemple, quand on me demande, moi, d'aider une personne dont on sait qu'elle a une entité accrochée à elle, par exemple, le tunnel de lumière va se poser sur la personne en particulier pour aider la personne à se dégager de ce qu'elle a pu avoir sur ses corps subtils. Donc là, finalement, c'est quelque chose de très subtil, mais qui, pour moi, existe vraiment dans cette réalité-là, puisqu'on est dans une réalité différente. Oui, c'est toi qui l'as créée, cette réalité, en fait. Toi qui non, moi, je pense que je ne la crée pas. Enfin, j'en suis même sûr, je ne la crée pas. Alors, j'explique aux gens qui viennent avec moi en stage que, effectivement, s'ils n'ont pas le visuel, ils peuvent, au départ, imaginer eux-mêmes le rayon de lumière qui descend, mais ce qu'ils vont voir à l'intérieur n'est plus une création de leur esprit, et la réalité de ce qu'ils vont voir. D'accord. Mais pour moi, ce qui descend, c'est vraiment la réalité, dans une autre dimension, puisque ce qu'on voit avec les yeux de l'esprit, c'est vraiment dans une autre dimension. Donc ça descend, et ça vient, et pour moi, c'est une réalité. Et là, effectivement, en fonction des personnages, ça peut être d'une autre époque, un homme, une femme, gentil, pas gentil, enfin, tout un tas de choses, et puis... le mot de chose n'est pas bien choisi, je m'en excuse. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas en grande majorité lié à des personnages qui ont une relation avec la famille qui habite la maison. Dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et je pense que d'autres personnes qui bossent comme moi feront la même remarque, les entités entre guillemets liées à la famille, c'est pas la majorité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des messages qui arrivent à ce moment-là et qu'on peut effectivement délivrer un message de l'entité qui est en train de partir. Et ça peut servir de preuve pour ceux qui ont un doute. Ça peut servir de preuve. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment authentifier la personne que vous êtes en train de faire partir par un événement ou par un autre. J'ai 2-3 exemples, dont un qui était absolument... un bel exemple que je ne citerai pas qui concerne un petit enfant parce que c'est une histoire qui est personnelle à la famille, mais souvent quand on a une entité qui est liée à la famille, nous donne un renseignement très personnel qui permet aux gens de la reconnaître. Et moi je ne délivre le message que vraiment si j'ai la possibilité de faire reconnaître à la famille la présence de cette entité-là. C'est-à-dire, si l'anecdote qu'on me donne est reconnue par la personne, à ce moment-là, je me donne le droit de délivrer le message. D'accord. Sinon, voilà. Sinon, je m'abstiens parce que voilà, je veux être sûr de ce que je dis, parce que je crois que dans ce milieu-là, il faut faire attention. Le domaine de la mort, le domaine du deuil est un domaine assez sérieux, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et tu utilises des objets, du matériel de détection pour... faire tes recherches? Alors, c'est purement mental. Alors moi, j'emploierais pas le mot mental, en fait. Pour mon travail en géobiologie, ça se passe dans mon bureau. C'est-à-dire que je ne me déplace jamais chez les gens. Donc, c'est dans mon bureau. J'ai mon petit rituel, entre guillemets, mes protections. J'allume toujours une bougie pour me mettre en lien avec en haut, comme on dit. Je nettoie bien ma pièce avec de l'encens. J'ai toujours un archange Saint-Michel avec moi. Et ce que j'explique aux stagiaires qui viennent donc passer un week-end avec moi, je leur explique toujours, chacun utilise les moyens qu'il désire pour se protéger ou autre. Je leur explique le lien très important qu'ils doivent avoir avec la Terre, bien entendu. Hein. C'est pas parce qu'on a la tête dans les étoiles qu'il faut pas avoir les pieds sur Terre, bien au contraire. Et donc, voilà, je leur explique un peu comment je fonctionne et qu'il faut vraiment qu'ils situent leur relation vraiment sur un plan divin pour pouvoir justement communiquer avec leur guide de lumière. Et donc, bien entendu, dans le stage, on explique un petit peu d'autres moyens un peu plus détaillés. Et effectivement, donc je n'ai pas de support matériel. Pas de baguette, non. Choses, alors, quand je suis dans mon bureau, j'ai évidemment le plan de la maison qui me sert de lien entre les habitants et moi.
Oui, donc il y a une sorte de rituel quand même. Les gens envoient leur plan. Les gens envoient leur plan parce que leurs problèmes, voilà, et parce que mine de rien, que ce soit un plan fait à la main, un plan d'architecte, un plan fait à l'ordinateur, un plan envoyé par courrier, un plan envoyé par fax, par mail, ça n'a aucune importance. Oui, puisque le support, en fait. Le plan reflète l'énergie de la maison, quoi que l'on pense. Même s'il est mal fait. Même s'il est mal fait. C'est un gribouillon. Oui, alors s'il est mal fait, après, on peut manquer de précision Oui. pour donner des éléments, évidemment. Si quelqu'un me dit, tiens, je voudrais savoir s'il y a une source qui passe sous mon lit, si la personne fait mal le plan, on ne pourra pas être précis. Oui. Mais le but de mon travail, ce n'est pas ce détail-là. D'accord. Voilà. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est qu'on a le plan qui va donc refléter l'énergie de la maison, ce qui est très pratique pour travailler, quel que soit le nombre de kilomètres, et à l'étranger. Hein, puisque là, moi, je peux travailler n'importe où. J'ai déjà travaillé pour des personnes ailleurs sur la planète, parce que en radiesthésie, on le sait très bien, la distance importe peu. Le seul matériel que j'ai, c'est mon pendule, dont je me sers de moins en moins d'ailleurs. C'est le pendule, pourquoi ma foi, par rapport à mon protocole de travail, parce que même en travaillant avec ces guides, il faut se donner quand même un cadre de travail rigoureux. Et donc, j'ai un protocole de travail très rigoureux, hein, que je respecte, avec des mesures, avec des cadrans, avec tout, voilà. Et puis, bien entendu, je vais tracer sur le plan ce que j'ai à tracer au niveau du sous-sol en particulier, les sources, les failles, ce que j'appelle les cheminées cosmotelluriques, etc., etc. Et donc, bien entendu, je vais rechercher de manière très méthodique, comme un radiesthésiste classique, tout ce que j'ai à faire sur la maison. Et c'est simplement à partir du moment où je vais intervenir que je demande à mes guides d'intervenir. Je me répète, voilà. Donc mon support matériel, c'est uniquement le plan, mon pendule, c'est tout. Tout le reste, c'est une communication entre mes guides et moi. D'accord. Oui, donc c'est complètement différent du travail des biologues usuels qui, eux, utilisent des supports matériels. C'est une autre manière de travailler. C'est une autre manière de travailler qui est enrichissante dans la mesure où, en fait, ça permet de voir la géologie comme un tout, comme une certaine globalité. Oui. C'est pour ça que lorsque j'ai fini mon travail, je n'envoie jamais de rapport. Moi, ce n'est uniquement qu'un entretien téléphonique. Pourquoi ? Parce que dans un entretien téléphonique, il y a des prises de conscience. Ne serait-ce qu'au départ, quand on demande aux personnes qu'ont-ils ressenti depuis que le travail a été fait, on s'aperçoit déjà que dans le dialogue, après que le travail a été fait, tout à fait, rien que de par la réponse que les gens donnent, on voit déjà l'impact du travail qui a été fait. Après, évidemment, en fonction de le travail qui a été fait, le détail, ce que mes guides éventuellement me diront s'ils ont un message à me transmettre, là, effectivement, il y a des prises de conscience qui vont au-delà de la géobiologie. Ça, c'est ce qui est intéressant. Oui. Comme par exemple, quand je donne comme enseignement à un thérapeute XY, quand je lui explique que sans le savoir, il s'est mis sur un ancien lieu sacré, c'est très très intéressant pour la personne qui s'est installée dans cette maison-là, parce qu'elle se dit, tiens, je viens de changer d'orientation professionnelle, j'ai fait des formations, tout ça, je m'installe en tant que thérapeute, et en plus, miracle, je viens de m'installer sur un ancien lieu sacré. Pour moi, c'est un signe, c'est-à-dire que la personne est vraiment sur le bon chemin. Et donc, travailler avec ses guides permet justement ce genre de prise de conscience. C'est ça qui est intéressant. Moi, ça serait que pour faire un travail de géobiologie classique, ça me plairait moins. Ce qui me plaît, c'est effectivement ce que cette méthode de travail avec les guides de lumière peut apporter. D'accord. Et tu m'as parlé aussi que tu étais passeur d'âme. Oui. Quel est le lien entre la géobiologie et ce... Alors, le fait d'être passeur d'âme, c'est tout simplement parce qu'on en a parlé tout à l'heure, dans la recherche de ce que l'on a retrouvé dans une maison, il y a aussi le cas de figure des entités, donc ce qu'on appelle des âmes en peine, qui sont dans une maison. Une entité qui est dans une maison va forcément se nourrir de l'énergie de la maison, voire même de l'énergie des propriétaires. Ah non, c'est lui le propriétaire. Ah, alors là, ça dépend. Ça dépend. Dans sa tête, certainement. Pas dans sa tête, ce qu'il en reste. Alors ça dépend de laquelle, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Vous avez des personnes qui sont là uniquement de passage, parce que ce sont des personnes qui sont là uniquement pour venir chercher un coup de main. De la même manière que quand j'ai des gens au téléphone, ma femme me le dit très souvent, tiens, tu viens d'avoir un coup de téléphone à la maison, il y a quelqu'un chez nous qui n'y était pas avant. Donc ça veut dire que la personne, l'âme en peine, a compris que je pouvais l'aider et instantanément, elle s'est transposée chez nous pour que je l'aide à partir. Mais ce que vous dites, vous, ou toi, c'est que l'entité à laquelle tu fais référence, c'est l'entité qui était là avant que le propriétaire arrive.
Et l'entité va dire Donc c'est oui, l'ancien propriétaire. c'est l'ancien propriétaire qui paye pas sa location. Ah là. C'est l'ancien propriétaire. Et en fait, l'ancien propriétaire, oui, à ce moment-là, on est dans le cas de figure de personnes qui n'ont pas envie de voir les autres. Et effectivement, dans ces cas-là, ça peut se manifester par des bruits, des claquements de portes, voire des objets qui flottent, voilà, des phénomènes de hantise et autres. Après, moi, je dis toujours, de par mon expérience modeste, pour moi, ce n'est pas la majorité des cas, au contraire. Et alors, pour complètement sortir de tout ça, j'habite au 18e étage d'une bar. Oui. J'ai un problème dans mon appartement. Oui. Quel est le lien avec la géobiologie qui devrait toucher en fait tout l'immeuble? Très bien. Alors, ça c'est intéressant parce que selon les géobiologues, tout le monde n'a pas forcément le même avis. Si je traite par exemple les problèmes du sous-sol, oui. Les problèmes du sous-sol, ils se traitent au sous-sol. Oui. C'est-à-dire que le problème, touche l'immeuble. Donc les gens de l'immeuble vont bénéficier forcément du travail qui aura été fait au niveau du sous-sol, par exemple. Pour le reste, si c'est un travail, par exemple, par rapport aux matériaux, la pollution électromagnétique, par rapport à l'appartement lui-même, le travail qui aura été fait lui touchera à l'appartement lui-même. Si c'est un travail dû à des présences, un travail dû à des mémoires concernant l'appartement, ça ne touchera que l'appartement lui-même. Par contre, si c'est un travail une question de mémoire qui va toucher le terrain lui-même, parce que l'immeuble aura été construit, par exemple, sur un ancien champ de bataille, forcément, le fait que ces mémoires aient été nettoyées, les gens de l'immeuble vont en bénéficier. Voilà, mais il ne faut pas perdre de vue non plus que on n'a pas le droit non plus de travailler dans les autres endroits sans avoir leur autorisation. Voilà. Donc ça veut simplement dire que ces gens-là ont les résultats par conséquence de quelque chose qui a été fait, mais personnellement, tous les problèmes qu'il y a dans les autres appartements réceptifs n'auront pas été faits. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu un nettoyage de mémoire dans les appartements des autres, il n'y aura pas eu un travail. Voilà. Oui, simplement qu'à un moment donné, ils vont bénéficier de ce qui aura pu être fait, si c'est le cas à ce moment-là. Tu as déjà pratiqué ça? Oui. C'est déjà arrivé? Oui. Assez fréquemment ou... Alors moi, proportionnellement, je veux dire. Proportionnellement, des gens dans des immeubles. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de maisons et beaucoup d'appartements, et puis d'autres choses d'ailleurs. Beaucoup d'appartements quand même. Oui, il y a beaucoup d'appartements aussi. Je me suis toujours posé la question. Il y a pas mal de maisons quand même. D'accord. Pas mal de maisons. Et c'est un petit peu logique aussi qu'il y a pas mal de maisons, parce qu'il y a quand même un passé souvent dans les anciennes maisons qu'il n'y a pas dans les immeubles. Quoique dans les immeubles, il y a aussi le passé du terrain. C'est ce qu'on oublie souvent d'ailleurs. C'est que moi au tout début, je disais à une personne, bah tiens, il y a une mémoire des murs. On me dit, ouais, monsieur, vous êtes trompé, ma maison, elle a que 6 mois. Quoi qu'en 6 mois, on peut, avec une bonne déprime, tapisser ses murs quand même. Hein. Mais non, voilà, c'est la mémoire du lieu. C'est la mémoire du lieu, évidemment. D'accord. Et tu organises des stages, si j'ai bien compris. Oui, alors j'organise des stages pour faire découvrir la géobiologie. Oui. Alors dans ces cas-là, je fais découvrir des stages pour faire découvrir la géobiologie d'une manière globale, c'est-à-dire comme tout géobiologue, hein, c'est-à-dire que j'explique vraiment tous les tenants et aboutissants de la géobiologie, le b.a.-ba, comment on fait pour détecter, on travaille avec des baguettes, un pendule, je donne un protocole de travail, et puis après, la dernière, bien entendu, je donne des moyens qu'utilisent les autres géobiologues, bien entendu, que j'ai pu moi utiliser au tout début, bien évidemment, comme l'acupuncture terrestre en particulier, et puis... L'acupuncture terrestre, tu mets des aiguilles dans le sol? L'acupuncture terrestre, oui, c'est-à-dire qu'il y a une certaine manière de travailler, soit avec des tiges en fer ou en cuivre, ou bien avec une pierre à la façon des menhirs d'antan, pour équilibrer une surface en particulier. Et puis la dernière après-midi, puisque les gens viennent aussi... C'est un stagiaire. Ah, c'est un stagiaire, c'est le maire. C'est le maire, le stagiaire. Mais il fait bien de venir parce que ça permettra un lien avec la géobiologie sacrée juste après. Donc, comme les gens viennent aussi pour le travail de géobiologie avec les guides de lumière, la dernière après-midi, je fais découvrir la manière de travailler avec les guides de lumière. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, après un certain nombre d'exercices de sensibilisation sur des plans, sur différentes manières de ressentir les choses, on part sur un plan de maison vierge qui n'est bien entendu pas du tout le plan d'une personne pour qui je dois travailler, ça serait malhonnête, mais le plan, pourquoi pas, d'un des stagiaires en particulier, qui nous sert, ou le plan du lieu dans lequel on fait le stage. On va effectivement, après un protocole de travail, de recherche, on va effectivement, pour chaque chose que l'on a rectifiée, se brancher avec les guides de lumière. Donc bien entendu, là, je leur explique comment on fait, j'essaie de les mettre en confiance. Mon but étant effectivement de ne pas leur faire croire qu'ils vont repartir, bien entendu, en ayant vu des miracles, parce que ça serait malhonnête, ils le savent déjà avant de venir, je leur dis toujours. C'est simplement que mon but, c'est que les gens repartent avec une
une étincelle en eux, le fait qu'ils aient ouvert une porte et de se dire oui, il est possible de travailler avec ces guides. Bon, aujourd'hui, je n'ai rien vu de spécial, mais je sais qu'au moment où j'ai senti que quelque chose s'était passé, j'ai vraiment eu la sensation que le travail avait été fait. Et nous, à côté, on vérifie en radiesthésie avec les différents cadrans qu'on a et on confirme à la personne, oui, tu as fait ton travail, ça a marché avec les guides. Tu les as peut-être pas vus, mais eux, ils ont fait leur travail. Et là, il y a une prise de conscience qui se passe. Les gens sont en confiance et là, ma foi, j'ai des nouvelles après, et des gens qui me disent, ah, c'est super, ça m'a mis en confiance, je suis content, maintenant j'ai ouvert une porte et ça continue. Alors après, moi, ce n'est qu'une manière de travailler. Ça allie géobiologie et spiritualité. Je ne dénigre absolument pas le travail des autres. Je dis simplement qu'il est possible de faire la géobiologie d'une manière spirituelle, on peut appeler ce mot-là, tout en ayant évidemment une rigueur scientifique à la base au départ. Il faut faire les choses correctement. Mais travailler avec ces guides de lumière, c'est possible en géobiologie. Ça répond d'ailleurs à l'attente de beaucoup de personnes et beaucoup de monde. Et justement, il y a beaucoup de gens qui viennent au stage? Oui, il y a toujours des gens qui viennent en stage. Des stages de combien? 500 personnes? Oh, au moins 3000. 3000? Non, je rigole. Mais non, ça dépend. Une dizaine en moyenne. La dernière fois, j'ai eu 14 personnes. Ça faisait beaucoup parce que je trouve que c'est... Mais je n'ai pas voulu décevoir des gens qui voulaient venir ensemble. Voilà, il m'est arrivé d'en faire pour 5. Je n'ai pas envie de décevoir les gens. Ils veulent venir à 5, et bien on vient à 5. Et puis voilà, je le fais. Je le fais quand même. Je trouve que c'est normal. Voilà. Je vois par exemple, là, au mois de juin, j'ai 3 personnes qui sont inscrites alors que la dernière fois j'en ai eu 14. Je leur ai dit écoutez. Ils viennent comment, par le bouche à oreille ou... Pardon? Les gens viennent par le bouche à oreille Alors ils viennent par le bouche à oreille très souvent, parce qu'il faut savoir que mon travail depuis 27 ans ne s'est jamais fait par des annonces. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de pub. Ma seule pub, elle est intervenue avec la sortie de mon premier livre en 2013, grâce à toi, les émissions Jean-Michel Grand-Cyr, parce que avant je ne faisais pas de publicité. Et donc c'était toujours le bouche-oreille. Et là, évidemment, depuis que le livre est arrivé, après j'ai fait un site internet, les gens m'ont découvert grâce au livre. Et c'est là que j'ai eu des retours de personnes et de géobiologues. Et je sentais qu'effectivement, les gens, moi je ressentais le fait que je voulais vraiment expliquer qu'on pouvait travailler différemment. Et je savais qu'il y a des gens qui étaient en attente de ce genre de travail avec les guides en géobiologie. Bien sûr, le travail avec les guides de lumière, je l'ai jamais inventé, évidemment. Hein. Moi, je suis arrivé loin derrière les autres, mais le fait de travailler avec les guides en géobiologie, c'est quelque chose pour moi que je voulais rendre possible. Voilà. Et de voir que des gens m'ont téléphoné, m'ont envoyé des mails ou autres pour me dire « Oh là là, on attendait ce livre depuis longtemps », vraiment, ça répond à une dimension que je souhaitais. Voilà, comme quoi il en faut pour tous les goûts, j'allais dire. Les gens qui ont besoin d'une rigueur scientifique vont vers d'autres personnes. Les gens qui ont besoin d'une... Oui, rigueur matérialiste. Voilà. D'accord. Et la géobiologie sacrée, c'est quoi ça? Alors la géobiologie sacrée, alors, quand on explique en géobiologie un certain nombre de phénomènes énergétiques, ces genres de phénomènes énergétiques, on les retrouve aussi dans ce qu'on appelle la géobiologie sacrée, c'est-à-dire sur les lieux sacrés de la nature, les pierres, les arbres dans la forêt, les mégalithes, les dolmens, les menhirs, ou bien dans les bâtiments religieux anciens, églises, chapelles, cathédrales. Puisque dans ce genre d'endroits, effectivement, on va retrouver le même vocabulaire géobiologistique, que l'on retrouve en géobiologie. On va retrouver des sources, des failles, des réseaux telluriques, des courants telluriques, on va retrouver des cheminées cosmotelluriques, on va retrouver plein de choses. Et donc, pour moi, la géobiologie sacrée, c'est vraiment, si dans une maison, on va rétablir le bien-être dans sa maison, quand on va en géobiologie sacrée, quelque part, on va aussi chercher le bien-être dans un autre endroit. Cet autre endroit, le monde païen de l'époque, il y a 2000 ans, comme le disaient donc les Romains et les premiers religieux de l'époque, les païens de l'époque, ils allaient chercher l'énergie dans la nature, les arbres, les pierres et autres. Sauf que quand l'Empire romain est arrivé, fatalement, cette religion a été squeezée. Et du coup, ça a plaidoyé pour le druidisme. Voilà, le druidisme, est resté bien entendu présent, heureusement d'ailleurs. La plupart des gens se sont expatriés, mais quand l'Église romaine est arrivée à la suite de l'Empire romain et que donc l'Église catholique s'est développée,
Finalement, après, que s'est-il passé? Eh bien, tous ces gens qui avaient la connaissance de l'époque se sont débrouillés, enfin moi c'est moi qui le dis avec mes mots, mais évidemment je ne suis pas le seul à le dire, se sont débrouillés pour que on retrouve dans les bâtiments religieux la même énergie que l'on pouvait retrouver dans la nature. D'où la géobiologie sacrée, et on retrouve ces phénomènes sur des pierres, des chapelles qui sont construites sur d'anciens lieux celtiques, et qui justement utilisaient ces fameux courants telluriques, sources, failles, réseaux telluriques, réseaux sacrés et autre chose, que l'on retrouve justement sous les bâtiments religieux. Puis en fin de compte, on est resté ici parce que tu veux parler des arbres et de ta relation avec les arbres. Alors les arbres, la nature en règle générale, hein, effectivement, oui, parce que dans la géobiologie sacrée, on a tout le côté nature qui est très important. Ici, justement, dans cette cour de restaurant qui est vraiment très ombragée, très très jolie, on a la chance d'avoir un superbe arbre qui est ici. Et ce superbe arbre à côté duquel j'étais lorsque tu as fait la première interview tout à l'heure, il me disait tout à l'heure, écoute, n'angoisse pas pour cette vidéo, je t'aiderai, je serai avec toi. Et là, puisqu'on est là ici, je voulais juste te montrer deux, trois petites choses assez simples, qui sont assez connues d'ailleurs aussi. C'est le fait que si nous, les hommes, on a une aura autour de nous, des corps subtils, une aura, que les arbres et les pierres en ont aussi, particulier. Et que cet arbre-là a plusieurs auras, comme tous les arbres d'ailleurs. Et cette aura que l'on va retrouver, à une certaine distance, on va la retrouver par ici. Voilà, on va la retrouver ici. Si on cherche avec une baguette, un petit lobe antenne mini, je vais chercher la première aura de cet arbre que je vais retrouver ici. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un travail au niveau des arbres dans la nature, on va échanger avec lui. C'est-à-dire que cet arbre ici, eh bien, je l'aime bien. Il est beau, j'essaye de lui apporter beaucoup d'amour, je peux me coller contre lui pour me ressourcer aussi, mais c'est un échange, c'est-à-dire que lui aussi, je vais lui apporter quelque chose. Et cet arbre, il y a vraiment une osmose entre lui et moi depuis quand il est arrivé. C'est-à-dire que lui, eh bien, c'est un échange qui va être profitable pour lui également. Là, il est en train de me recharger. D'ailleurs, il m'a autorisé à le faire. Et là, je suis aussi en train de lui apporter quelque chose. Et ce quelque chose, on va le constater dans 2 minutes avec la progression de la première aura, par exemple, qui aura grandi. Mais alors, une question très matérielle et très, très bête. Vous communiquez, mais il n'a pas d'intellect, cet arbre, il n'a pas de neurones, il ne réfléchit pas, il ne pense pas comme nous. Oui. Tout au moins, c'est l'idée qu'on en a. Tout au moins, c'est l'idée qu'on en a, tout à fait. Et les arbres, ce sont des êtres vivants, qui communiquent de plus en plus maintenant. Nous revenons d'un passage dans la forêt de Brocéliande où on a eu un échange vraiment merveilleux avec les arbres. Maintenant, il n'y a pas besoin forcément que de Brocéliande pour faire des échanges avec des arbres, évidemment. Mais les arbres, oui, ont énormément de choses à nous dire à l'heure actuelle, comme tous les êtres de la nature en particulier. C'est ce que j'ai déjà expliqué dans mon 2e livre et ce que je vais développer, je développe dans le 3e livre. Et donc, les arbres ont beaucoup de choses à nous dire. Et en particulier, celui-ci, lorsqu'il y a 2 minutes, je cherchais un arbre justement pour parler de cet échange mutuel et de cette progression de l'orage, je m'étais plutôt penché vers cet arbre-là qui est plus imposant, qui est ici. Et du coup, non, l'arbre auquel je suis, à côté duquel je suis accroché, me fait comprendre, non, ça serait trop cool, fais-le avec moi. Voilà. Donc, ils ont des sentiments exclusifs aussi, donc quelque part. Non, alors, on peut pas trop dire ça. Tout dépend. Il y a des gens qui sont bien plus spécialisés des arbres que moi, disons-le. Ce que je veux simplement dire, c'est que selon les arbres n'ont pas tous la même manière de voir les choses. Ils n'ont pas tous le même but. Ils n'ont pas tous la même mission, en fait. Et ici, cet arbre avait vraiment envie, on est en osmose, il avait vraiment envie que l'on soit l'un côté de l'autre.
D'ailleurs, si je le tiens comme ça, c'est que j'ai l'impression de le... Oui. Je sais pas, D'avoir un lien affectif d'avoir un avec lien lui. avec lui. Je l'aime beaucoup, cet arbre-là. C'est peut-être le fait qu'il y a une ouverture d'esprit vers les arbres de ta part qui fait que Oui, l'arbre lui-même s'ouvre. Oui, tout à fait, les arbres le sentent. Hein. Oui. Alors là, justement, on va regarder parce que si je cherche, par exemple, si je cherche cette deuxième aura que je vais retrouver plus loin, donc on est à peu près ici. Tout à l'heure, oui. La première aura, pardon, pas la deuxième, excusez-moi. Voilà, c'est là où je me suis arrêté. Donc ça veut dire que la première aura de l'arbre a progressé d'environ 2,50 m depuis que je me suis adossé à lui. C'est-à-dire que j'ai profité de son énergie, mais il a profité de mon énergie également. Il y a un échange mutuel, un échange qui s'est fait et qui est basé sur le respect mutuel. D'accord. Et c'est plus du tout la baguette de sourcier d'antan, ça. Alors ça, c'est un petit lobe antenne qui se tient entre les mains et qui permet de tout chercher, en fait. Qui permet de tout chercher. Et ça tourne simplement, dès qu'il y a un contact avec quelque chose. Voilà, en fonction de l'intention qu'on émet, il va tourner en fonction de l'intention qu'on va émettre. Si je veux être sensible à une circulation d'eau, dès que je vais passer sur de l'eau, il va tourner, etc. etc. Oui, c'est lié donc à une convention mentale. C'est lié à une convention mentale. Comme la radiesthésie classique. C'est de la radiesthésie, ça fait partie, c'est un outil de radiesthésie, hein, puisque tous les outils de radiesthésie, que ce soit des baguettes ou des pendules, ce sont des amplificateurs de ressenti. D'accord. Alors ce que je voulais rajouter sur les arbres aussi, c'est qu'on peut travailler effectivement sur le fait de chercher l'aurora, mais l'intéressant aussi, c'est de s'adosser à un arbre pour savoir ce qu'il a à nous dire. Et la communication se fait... Naturellement, c'est-à-dire qu'on croit toujours que c'est une pensée, que c'est nous qui inventons, et en fait, rien que le fait de se mettre en osmose contre un arbre, il y a des mots qui nous viennent, et ces mots, on ne les a pas inventés. On avait fait un jour une sortie dans laquelle j'avais demandé aux gens de choisir un arbre dans cette clairière, et de se brancher à cet arbre pour voir quel message cet arbre allait leur donner. Eh bien, les gens se sont adossés à un arbre, sont restés pendant 5 minutes de face ou de dos, et vraiment on était en osmose avec, et après on est revenu partager un petit peu. Alors certains disent j'ai rien entendu, on m'a rien dit, d'autres m'ont dit certains messages, et puis il y en a une qui nous dit moi c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice, l'arbre m'a dit qu'il était malade et qu'il allait bientôt mourir, il fallait absolument l'aider. Lui, il est où ton arbre? Alors on s'est retourné, et effectivement c'était un arbre qui était en train de se dessécher complètement, et on ne l'avait pas vu. Et là, la personne a vraiment vu qu'elle avait vraiment lâché prise complet, vraiment lâché prise. Elle a laissé venir un message, elle s'est aperçue qu'elle ne s'était pas trompée. Le message, l'arbre était vraiment malade. D'accord. L'arbre était vraiment malade. D'accord. Et ils parlent de leur souffrance quand on les coupe, quand on leur enlève les branches, des choses comme ça. Alors, ce que disent souvent les arbres, c'est un manque de respect, forcément. C'est un manque de respect de l'homme. Mais ce que j'ai constaté, alors après vous verrez, il y a d'autres livres qui vont parler des arbres bien mieux que moi. Ce que j'ai constaté ces derniers temps, c'est que vraiment, c'est un petit peu comme les aides de la nature qui, à l'heure actuelle, vraiment ont plein de messages à nous donner, et y compris en géobiologie, même dans des appartements avec des plantes vertes ou autres, c'est que on a l'impression que les arbres ont envie de nous donner des messages pour nous aussi. Oui. Je vois l'autre jour quand on était à Brocéliande, il y a eu un message qui avait été reçu par une personne qui est avec moi, qui s'appelle Isabelle, donc je lui renvoie la paternité de ce qu'elle a reçu, qui était de dire nous, les arbres de Brocéliande, nous sommes très heureux de votre présence. Il est grand temps que les arbres reprennent contact avec les hommes, ou plutôt que les hommes reprennent contact avec les arbres comme avant. Voilà, on est là pour s'aider. Alors bien sûr, vous avez des arbres qui sont pas là du tout pour aider les hommes, qui sont là pour aider les autres arbres de la forêt, évidemment. Hein. En fonction des essences d'arbres ou alors Alors, je suis pas un spécialiste de ça. Après, il y a des gens qui vont vous parler de tel arbre fait telle chose, etc. etc. D'accord, oui. Moi, je suis plutôt, j'ai un arbre qui m'attire, je vais écouter ce qu'il a à me dire. Ou s'il a un message à me dire qui va pas me plaire, hein, j'en parle d'ailleurs dans le livre 3. S'il a un message que je n'attendais pas, c'est là où c'est d'autant plus intéressant, c'est parce qu'on l'a pas pu l'inventer. Oui. Et on sent qu'il peut nous dire des choses agréables ou désagréables, des choses qu'on a besoin d'entendre. D'accord. Eh bien merci, on va aller continuer à la cathédrale maintenant. Donc là nous sommes devant la cathédrale d'Amiens et tu vas nous parler, si tu veux bien,
de la géobiologie sacrée, Oui, liée à tous ces lieux qui ont été, si je ne m'abuse, implantés sur des endroits celtiques déjà. tout à fait. Alors, là, on est devant la cathédrale d'Amiens. Bon, il faut dire que la cathédrale d'Amiens, je l'ai vue pour la première fois aujourd'hui, donc je ne la connais pas, donc je ne vais pas détailler la cathédrale d'Amiens, simplement parler de généralité. Donc, comme tu l'as dit, les cathédrales ne sont pas construites n'importe où, très souvent sur d'anciens lieux celtiques. C'est la raison pour laquelle on retrouve à certains endroits des vestiges, justement, des temps passés. Alors, des vestiges réels, comme par exemple, on sait que la basilique d'Orcival a l'ancien menhir dans un poteau. Alors, les gens ne savent pas lequel, mais en règle générale, il y a quelques personnes qui le savent. Mais on sait que c'est une réalité. Alors, il faut savoir que ces bâtiments religieux, chapelles, églises, cathédrales, étaient construits bien entendu à un endroit précis, parce qu'il faut toujours, évidemment, puisqu'on faisait le parallèle tout à l'heure avec la géobiologie, c'est bien entendu, il faut un certain nombre de constantes au niveau du sous-sol pour que ça fonctionne, entre guillemets, que ce soit source, faille, réseau, et les fameux courants telluriques chers aux druides. D'ailleurs, on a un exemple derrière moi avec la cathédrale d'Amiens et sur la plupart des cathédrales où on voit que vous avez une tour qui est plus haute que l'autre. Et très souvent, d'après les druides en tout cas, c'est lié justement au passage des courants telluriques qu'il y a sur chacune des tours, qui ne sont pas forcément de même nature ou de même profondeur. Voilà, donc ça c'est pas forcément ce qui est rapporté en géobiologie, mais c'est surtout ce qui est rapporté au niveau de certains écrits donc des druides. Donc c'est des sources que je tiens de, par exemple, donc des livres donc de René Boucher, donc de leur père Paul Boucher, oui, j'ai bien grand connu. druide des Gaules, voilà, et qui ont écrit un certain nombre de livres sur donc les courants telluriques, guérison par les courants telluriques, etc., qui sont hyper intéressants. La géobiologie sacrée donc nous parle donc de tout ce qui est au niveau du sous-sol, va nous parler évidemment des orientations, puisque finalement la base quand même donc du travail qui est fait donc par les maîtres d'œuvre, c'est quand même le repérage des levées et couchers de soleil à certains moments de l'année, qui peuvent être les repérages des couchers de soleil au niveau des solstices d'été ou solstices d'hiver, ou bien les couchers et levées de soleil, levées et couchers de soleil, pardon, à la date anniversaire du saint choisi par rapport à une énergie qui est voulue en particulier. Après, bien entendu, tout ce travail qui est fait donne naissance à ce qu'on appelle un cadéateur solsticial au niveau du sol, qui va déterminer, d'après les spécialistes, donc un certain angle, une certaine proportion qui sera reprise ensuite dans ce qu'on appelle le tracé régulateur, qui va servir au bâtisseur pour mettre toutes les proportions qu'il a à mettre dans l'église. Alors là, on est plutôt dans le travail donc des architectes géologues. Ce que je peux vous dire, c'est que après, lorsqu'on a perçu au niveau des généralités ce genre de choses, il faut se dire que le matériau utilisé aussi, c'est pas n'importe quoi, c'est de la pierre, très souvent du granit, et que finalement, s'il est utilisé ce matériau-là, c'est simplement parce qu'il est bon conducteur justement de l'énergie apportée par les courants telluriques, et que la capillarité qui va se passer au niveau donc, des menhirs va se retrouver dans les murs des bâtiments religieux, puisque les pierres ne sont jamais posées n'importe comment. Elles sont toujours issues de la même carrière et posées dans le même sens, pour justement qu'il y ait une continuité d'énergie au niveau des polarités, sauf sur ce qu'on appelle la pierre de seuil ou la pierre d'abaissement qui est à l'entrée de l'église ou de la chapelle de la cathédrale, qui fait que lorsque l'on passe sur l'entrée, on se décharge de certaines énergies basses pour qu'à la fin de notre périple, on se soit rechargé d'une énergie conscientisée, on va dire ça comme ça. Comme dirait un autre auteur très connu et très complet qui s'appelle Jacques Bonvin et donc aussi René Montercy, si je ne m'écorche pas son nom, donc qui ont fait toute une série d'ouvrages vraiment très très bien. Voilà. Alors après, lorsque on a parlé du lieu, des orientations, des proportions, l'utilisation du nombre d'or pour les proportions, l'utilisation de certains autres chiffres, bien entendu, irrationnels très souvent, ma foi, les bâtisseurs ont voulu évidemment inclure dans ces bâtiments-là, en fonction de l'énergie qu'ils voulaient faire, un certain nombre de formes géométriques, justement avec une intention précise. Ce que l'on retrouve et qui est assez facile à retrouver, c'est que par exemple, quand on sort donc, de ce qu'on appelle la nef, la partie d'énergie plus basse de l'église,
qu'on rentre dans ce qu'on appelle le transept. Donc le carré du transept, c'est l'endroit où il y a la croix. Si on voit une cathédrale d'en haut, ça forme une croix. Donc à l'endroit où les deux bras de la croix se croisent, c'est pas très français ce que je viens de dire, vous avez un endroit qui s'appelle le carré du transept. Effectivement, là, on part d'une forme carrée qui nous rapproche de la Terre, les énergies de la Terre, les énergies fleuristes. Et le but, finalement, c'est que très souvent, quand on lève la tête, on a une coupole, c'est le cercle du ciel. Et c'est qu'en fait, on va partir des énergies de la Terre pour nous amener aux énergies du ciel. Et très souvent, c'est matérialisé par l'octogone, qui est sur la coupole, donc qui est au-dessus de la croisée du transept, qui va réunir ces énergies-là, qui est le passage des énergies de la Terre aux énergies du ciel. On va dire ça comme ça. Alors concrètement, comment on peut les capter ces énergies, les utiliser pour son mieux-être? Alors, ce qu'il y a déjà d'évident au départ, c'est qu'il faut y aller en toute conscience. C'est-à-dire, si on veut bénéficier de certaines énergies, c'est y aller en sachant que d'une part, qu'il y a des choses, des énergies très précises qui sont ici et qu'on veut en profiter. Donc, on y va en toute conscience, on y va en tout respect, évidemment. Quand on ressent, on remercie, bien sûr. Et qu'il faut, alors même si on n'a pas de connaissance de gébiologie sacrée, intuitivement, on va être attiré par certains endroits. On va être attiré par certains endroits qui sont aussi matérialisés par certains, par exemple, des statues. Si on voit par exemple à Chartres, l'endroit où est posée, par exemple, la Vierge de Chartres, est un endroit bien particulier. Et l'émanation, l'énergie qui ressort de cette Vierge-là, fait que la personne qui va venir ici, va venir en contemplation devant cette Vierge-là, va se charger d'une énergie très très importante. Alors, les gens qui ont l'habitude de ressentir l'énergie, c'est vrai que nous, quand on arrive devant la Vierge de Chartres, mais excusez du terme, on en prend plein la poire, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup d'énergie qui nous viennent dessus. Maintenant, concrètement, où est-ce qu'on prend de l'énergie? Eh bien, c'est très simple. À partir du moment où on avance dans l'énergie, plus on avance dans l'énergie, plus on avance vers les parties spirituelles, et plus on arrive dans des zones où effectivement on va pouvoir se recharger. Autre chose qui est très connue, c'est le fait de faire une pérégrination dans un parcours. Comme le labyrinthe, par exemple. Comme le labyrinthe. Alors, le labyrinthe, c'est encore autre chose, mais un parcours, donc vous êtes dans une chapelle, vous voulez vous ressourcer, vous pouvez faire, souvent on fait 3 fois le tour de la chapelle dans les aiguilles d'une montre si on a de la place autour. Oui. Ne serait-ce que pour ouvrir la porte, comme on dit. Ouvrir la porte, ça veut dire, c'est comme quand on va dans les lieux sacrés de la nature, où on va rechercher des auras, ouvrir des grilles d'entrée, ouvrir des portes, qui est simplement une ouverture de différents sas qui vont avoir vocation d'une part de mettre le lieu en vibration et d'autre part de nous permettre de grimper progressivement, de pouvoir être capable d'assimiler progressivement les énergies qui vont être de plus en plus fortes. Dans une église, c'est pareil. Donc quand vous rentrez à l'intérieur de l'église, on ne peut pas trop se baser au chemin de croix parce que le chemin de croix, c'est quelque chose qui a été mis dans les cathédrales, les églises au XVe siècle, qui n'existait pas à l'époque des constructions romanes. Certains sont mis dans un sens, d'autres dans un autre. En fait, quand on fait le tour d'une église, à l'intérieur en tout cas, quand on fait un parcours dans une église ou une cathédrale, le fait de le faire 3 fois dans le sens aigu d'une montre, déjà, ça va être une volonté de nous recharger énergétiquement. Je le fais instinctivement. Voilà. On peut le faire dans l'autre sens aussi, oui. Qui va être une démarche beaucoup plus spirituelle. Oui. C'est pour ça que certains chemins de croix, vous allez les retrouver à l'envers. Oui. Dans des églises qui sont des églises plus monastiques, par exemple, donc où il y avait des moines et des prières, on va retrouver systématiquement un chemin de croix qui va être dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on rentre dans une église, qu'on était moine à l'époque, au lieu d'entrer par la porte de tout le monde où on va avoir une baisse d'énergie, on va rentrer par la porte des initiés, la porte des initiés qui n'a pas de pierre d'abaissement. On va rentrer, parce qu'on sait qu'à cet endroit-là, on rentre dans une partie sacrée, à ce moment-là, on fait le chemin en sens inverse dans toute la partie de l'église parce qu'on a une démarche volontairement spirituelle. D'accord. Voilà, par exemple. On peut peut-être aller à l'intérieur, voir le fameux labyrinthe. Voilà. Les énergies. Alors, on peut aller voir le labyrinthe, effectivement, sachant que le labyrinthe, c'est quelque chose qui à l'origine avait été fait. Alors, je suis pas un spécialiste non plus, mais bon, ce que j'en sais, c'est que le labyrinthe aurait été mis pour permettre aux gens d'aller faire leur propre pèlerinage, puisqu'ils ne pouvaient pas aller donc en Terre Sainte. Une autre explication est donnée, donc une autre tendance explique que c'était pour que le diable rentre dans le labyrinthe et se perde et ne puisse pas arriver plus loin. Toutes les personnes qui sont intéressées par toutes ces questions de spiritualité vont sur les labyrinthes justement de cathédrales, qui sont des labyrinthes à un seul chemin, en tout cas ceux que je connais, qui sont des labyrinthes qui vont nous amener en toute conscience à faire un chemin bien particulier en nous-mêmes. C'est de là qu'intervient un petit peu la notion d'alchimie. Hein, quand les alchimistes disent que
tout ce qui se fait au niveau de la matière, au niveau de ce qu'on appelle l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, c'est quelque chose qu'on peut faire en nous-mêmes. Et donc, ce qu'on fait sur un labyrinthe, ça s'apparente aussi à ce qu'on fait au niveau de l'alchimie. De même que quand on va dans la crypte où il y a une Vierge Noire également, c'est un travail sur nous-mêmes. Le travail sur un labyrinthe est un travail sur nous-mêmes et ce travail, on va le faire jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Et là, effectivement, on reste un moment au centre. Et là, il y a l'aboutissement finalement du travail qui a été fait par rapport à l'intention qu'on a émise. Voilà. Très bien. Je voulais juste revenir une chose, excuse-moi. On parlait de la symbolique. Une chose qui est très importante au niveau des églises romanes, au niveau des cathédrales aussi, c'est qu'il y a toujours des messages par rapport aux sculptures qui sont marquées. Très souvent à l'extérieur, on va trouver des sculptures, soit des sculptures grimaçantes qui vont essayer de repousser le diable, entre guillemets, et d'autres sculptures qui sont également devant les églises ou les cathédrales, ou bien à l'intérieur, les premiers chapiteaux, qui vont nous montrer qu'il faut quelque part laisser un petit peu tomber notre matière et pouvoir nous élever vers le spirituel. Et qu'en fait, le cheminement qui va se produire à l'intérieur d'un bâtiment religieux, si on suit bien la lecture des chapiteaux qui sont tout au long d'un bâtiment religieux, ça va être des chapiteaux qui vont nous expliquer, nous montrer, par une certaine symbolique, que plus on va avancer, plus on a la possibilité de s'élever. En gros, c'est ça. Voilà. Merci.